Donc, bienvenue à ce Café Débat comme moi de TV, spécial technologie financière. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous donnons la parole aux acteurs de terrain, des chefs d'entreprise, militants, citoyens, responsables d'associations, qui vivent au quotidien l'écologie, qu'ils soient pour ou contre la transition énergétique. Ici, pas de langue de bois, on argumente et on écoute dans le respect et la détente. Donc ce soir, on aborde la question du rôle des banques et des systèmes financiers dans le cadre de la transition écologique. Donc ces 5 dernières années, votre banque vous a sûrement proposé de souscrire à des offres plus vertes, peut-être même que votre banque s'engage dans des projets éco-responsables. Aujourd'hui, la filière bancaire représente un acteur majeur dans le financement d'innovations vertes et des projets qu'on appelle éco-friendly. Cependant, face au phénomène du greenwashing, les investissements sont perçus par certains comme une action marketing dont le seul but est de verdir son image auprès du consommateur. Alors, pourquoi une telle défiance? Peut-on réellement concilier finance et développement durable? Par quel levier soulever des fonds auprès de sa banque dans la création d'une innovation verte? Bref, au final, comment les technologies financières peuvent-elles réellement être plus vertes? C'est la question que nous posons ce soir à notre invité. Alexis Normand, bonjour. Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à ce Café Débat. Vous êtes cofondateur et CEO de Greenly, l'application qui calcule l'empreinte carbone à partir des données bancaires. Donc pour commencer, Alexis, je vais vous proposer de vous présenter rapidement, ainsi que votre parcours et le principe de l'application Greenly. Bah, écoutez, merci, c'est trop d'honneur. Donc, je suis le DG, cofondateur de Greenly, une société qu'on a créée en 2019 avec 2 autres associés, avec cette idée que la lutte contre le réchauffement climatique était trop importante pour que finalement ça soit laissé seulement aux États ou aux très grandes entreprises. Et comme on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, il nous a semblé intéressant de réfléchir à des technos qui rendent très très simple ce suivi de ces émissions carbone. Et il se trouve que, pour répondre à la question de mon parcours, j'avais passé 6-7 ans avant chez WeThings, qui est une société de tech française qui fait des montres, des balances, des tensiomètres connectés. Et j'avais créé le département B2B, et donc je passais beaucoup de temps à convaincre finalement des médecins et des systèmes de santé de créer de la data qui crée de la prise de conscience pour finalement financer des solutions de prévention. Et le rapport avec Greenly, c'est qu'en fait, à la fin de ce cycle, il nous a semblé intéressant d'essayer de faire la même chose pour les questions de réchauffement climatique. Et donc, on s'est lancé avec... donc moi, je suis avec mon associé qui est beaucoup plus fort que moi sur les questions techniques. Et donc, on a proposé une application mobile qui permet justement de suivre automatiquement son empreinte carbone. Et l'opportunité qu'on a identifiée pour le faire, c'est qu'il est possible désormais de proposer à des gens de connecter leur compte bancaire à une appli tiers. Ça s'appelle l'open banking. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé, et j'en parlerai plus en fonction de vos questions, mais de là, on a compris que les entreprises, les particuliers, c'était important, et que ce qu'on avait fait dans notre appli, ça pouvait marcher pour les banques. Et donc, on a commencé à vendre une API, donc une licence sur notre techno à des banques, pour intégrer un calculateur d'empreinte carbone, et ça nous a permis de toucher des millions de personnes. Et puis, on a fini par se rendre compte qu'on pourrait avoir encore plus d'impact sur les entreprises et les PME qui ne pouvaient pas faire de bilan carbone. Donc, on est passé du particulier aux entreprises. Donc, mais dans tous les cas, à partir de données bancaires ou comptables. Donc, je peux vous parler de tout ça plus en détail, mais voilà, juste pour marquer un temps de respiration déjà. D'accord, merci Alexis. Effectivement, on en parlera un peu plus en détail au cours de ce Café Débat. Donc, le défi qui a été relevé par Greenly, et pas des moindres, c'est d'utiliser les technologies financières, mais également numériques, pour répondre aux besoins environnementaux actuels. Donc, le défi majeur de la transition écologique, comme vous l'avez bien dit, c'est de réduire l'empreinte carbone moyenne des Français, qui est aujourd'hui estimée à 11,2 tonnes de CO2 et qui doit tomber à 2 tonnes à 2050 si on veut limiter le réchauffement climatique. Donc, votre application, c'est un outil ludique pour simplifier son bilan carbone. Mais au final, on peut se demander, Alexis, à quoi sert d'établir un bilan carbone pour un particulier
et également pour une entreprise? Quel est l'intérêt? Voilà, alors, encore une fois, on ne peut pas tellement améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Mais une fois qu'on l'a mesuré, il ne faut pas en rester à la mesure. L'intérêt, c'est d'identifier en fait les points d'amélioration et puis les solutions possibles, disponibles pour progresser. Donc, pour un particulier, en réalité, l'empreinte carbone d'un particulier est très, très liée à la dépense d'une personne. Mais cette dépense, elle peut même à un niveau, elle peut être réduite. Donc ça, c'est ce que proposent les gens qui sont pour la décroissance. Mais elle peut aussi être améliorée avec le même niveau de service. Parce que pour un même trajet, exemple, vous pouvez prendre votre vélo au lieu de prendre votre voiture. Donc ça, nous, on va le mesurer. Vous paierez moins d'essence. Vous pouvez, pour un fournisseur d'électricité, je crois que c'est votre domaine, passer sur des solutions qui vous produisez vous-même de l'électricité pour certaines personnes, ou vous pouvez passer sur des sources d'énergie. Si vous passez du charbon au gaz, vous progressez. Si vous passez du gaz à l'éolien, vous progressez, etc. Et le nucléaire est décarboné aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de dépense qui n'est pas une alternative moins carbonée. Même entre deux billets d'avion, vous avez des compagnies aériennes qui remplissent mieux leurs avions que les autres et qui ont des pratiques de vol. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller identifier dans vos dépenses ce qui peut être amélioré et ce qui peut constituer une alternative. Et donc, vous en avez dans les transports, vous en avez dans le textile, vous en avez dans l'alimentation. En fait, vous en avez partout. Et donc, c'est ce travail d'enrichissement de la transaction bancaire qui nous a paru intéressant d'abord pour les particuliers, mais évidemment aussi pour les entreprises. Donc, par rapport à comment on passe de 12 à 2 tonnes, évidemment, c'est dur, mais je pense qu'on peut assez vite quand même, sur son transport, 25% de son empreinte carbone, sur son logement, sur sa consommation électrique, sur son alimentation, avoir très, très rapidement des progrès. Tu vois, je prends juste l'exemple de l'alimentation. L'alimentation, c'est 20% de votre empreinte carbone. Donc, les gens se posent beaucoup la question de savoir ce qu'il faut du bio, du local, et sans doute qu'il en faut et que c'est bien. Mais en réalité, la moitié et même peut-être 60% de l'empreinte carbone de votre alimentation, c'est la viande rouge et les produits laitiers. Donc, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, vous arrêtez la viande, vous venez de gagner 1 ou 2 tonnes par an. Alors, c'est un sacrifice, je ne dis pas qu'il faut le faire. Vous pouvez peut-être commencer par la réduire, en tout cas si c'est un sujet pour vous. Mais c'est un sujet, en fait, pour vous, parce que même si vous n'en occupez pas, le réchauffement continue. Voilà. D'accord, merci Alexis. Mais alors, vous avez parlé de mesures. Pour calculer ce fameux bilan carbone, vous utilisez les données bancaires de vos utilisateurs. Mais comment ça marche concrètement? Est-ce que c'est en fonction de la nature des produits consommés? Est-ce que votre application elle est capable de mesurer exactement l'empreinte carbone d'un abonnement Netflix, d'un repas au McDo, d'un déplacement en tram, ou il s'agit d'une estimation globale? Alors, c'est la pire des méthodes à l'exclusion de toutes les autres. Donc, il y a évidemment des incertitudes, mais il y a beaucoup moins d'incertitudes que les questionnaires en 10 questions où on vous dit, OK, comment est-ce que vous faites ci, vous faites ça. Donc, pour répondre précisément à la question, nous, notre travail, c'est de prendre chaque dépense et de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, typiquement, parfois, dans vos applis bancaires, vous voyez qu'on on vous fait un budget, on vous dit, voilà, ça c'est vos transports, ça c'est ceci, en fonction de vos dépenses. Nous, on fait ça, mais avec une maille de catégorisation beaucoup, beaucoup plus fine, où on a près de 400 catégories. Donc, dans les transports, souvent, les banques vous disent, ça c'est du transport, mais en mettant dans la même catégorie le train et l'avion. Donc, nous, forcément, on va distinguer le train, l'avion, le VTC hybride, le VTC électrique, le vélo, etc. Donc, on crée beaucoup, beaucoup de catégories. Et derrière chaque dépense, on va essayer de comprendre s'il s'agit d'un produit, s'il s'agit d'un service ou s'il s'agit d'un panier de produits. Donc, quand c'est un produit, c'est assez simple parce que si vous achetez 50 € d'essence, c'est total, quoi. Normalement, c'est de l'essence. 50 € d'essence, et ben, l'essence, le prix est connu. Et pour le coup, le litre d'essence, l'empreinte carbone aussi est connue, quoi. C'est 2,8 kg de CO2.
Ça marche très bien pour l'essence, l'électricité, vos achats de gaz, tout ce qui, en gros, à chaque fois qu'il y a une quantité de produit est corrélée à un prix. Et c'est quand même une grosse partie de votre empreinte. Après, vous avez les services. Donc, quelle est l'empreinte? Vous parliez de Netflix. Quand vous payez 10 € chez Netflix, c'est l'empreinte de ça. Donc, comme c'est un service, pour le coup, c'est très simple aussi à calculer. C'est vous prenez l'empreinte carbone totale de Netflix et vous le divisez par le chiffre d'affaires de Netflix. Et donc, on peut considérer que ce que vous rapportez à Netflix est une fraction vous représentez une fraction de l'empreinte carbone de Netflix. Et si Netflix a décidé de surtout pas publier cette information, en revanche, elle existe au niveau du secteur. Donc, quand c'est pas l'entreprise, c'est le secteur. C'est le secteur. Et puis après, évidemment, vous allez me dire, ce que me disent presque tout le monde, oui, mais comment ça marche quand je vais chez Carrefour et que j'achète 50 € de courses? Donc, d'abord, le panier moyen d'un Français, en réalité, il se ressemble beaucoup. Et donc, vous avez un panier moyen avec un prix moyen. Et ça, vous avez une empreinte carbone moyenne d'un panier moyen. Mais vous allez me dire, moi, je fais un effort particulier pour acheter que du bio, ou j'ai arrêté la viande, etc. Donc, nous, en fait, on va proposer à l'utilisateur, en 1 ou 2 clics, de renseigner son profil. Donc, si vous êtes vegan, si vous ne mangez que du bio, si vous faites des efforts pour ne pas avoir de packaging ou ce genre de choses, ou vous achetez en vrac, bah, en fait, ça modifie votre moyenne. Mais malgré tout, vos achats d'alimentation, 20% de votre empreinte carbone, dont la moitié est de la viande, bah, en fait, ils sont quand même très récurrents, parce que je crois que les gens mangent tous les jours. Et donc, et en général, ils mangent la même chose. Donc, on peut très bien estimer cette moyenne à partir des dépenses bancaires. Donc, je ne dis pas que c'est parfait. Je dis qu'il faut être honnête avec les utilisateurs. Il faut être transparent. Il faut montrer la méthode. Il faut expliquer le raisonnement. Et au final, il faut que ça vous serve à changer de comportement. Donc, ce qui compte, ce n'est pas de savoir au gramme près si votre courgette ou votre carotte emprunte plus. C'est de comprendre que si vous modifiez votre régime alimentaire, que vous allez chez certains marchands qui ont une politique de sourcing différente, bah, en fait, votre trajectoire de carbone, elle baisse. Et donc, après, on propose à nos utilisateurs de renseigner s'ils ont acheté une carotte bio, une courgette bio. Alors, en fait, bizarrement, personne n'en utilise cette fonctionnalité. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'automaticité. Donc ça, vous avez des ordres de grandeur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est dans une sorte d'amélioration continue du modèle parce que nos utilisateurs participent et ils nous font des retours et ils nous invitent à segmenter plus et à identifier davantage de marchands. Et donc, en fait, ils contribuent à créer l'outil de coaching et à leurs dépenses qu'ils veulent, quoi. Parce que nous, on n'est que le reflet de la volonté des utilisateurs de taguer finalement leurs actions vertueuses qu'ils veulent loguer, quoi. Ok. Très bien, merci Alexis pour ces explications. Donc vous l'avez bien dit, l'empreinte carbone est calculée à partir des données bancaires, mais à partir de ces données bancaires, le consommateur peut-il avoir confiance les yeux fermés? Est-ce qu'il y a un risque pour l'utilisateur final? Je pense notamment si ces données sont sécurisées et utilisées à bon escient. Vous savez, la moitié des gens ne font pas confiance à leur banque pour stocker leurs données dans leur application mobile bancaire. Donc, je veux dire, il y a des gens, ils veulent surtout pas, ils veulent aller au guichet de leur banque plutôt que de consulter leur solde bancaire dans leur application bancaire parce qu'ils sont plus rassurés par le fait que quelqu'un en intérim au guichet d'une banque puisse consulter votre compte et votre solde sans vous demander d'autorisation que par un système ultra sécurisé qui est agréé par l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel, qui est une entité de la Banque de France. Donc, les banques elles-mêmes n'arrivent pas totalement à rassurer les utilisateurs sur la sécurité des données bancaires, et pourtant elles sont sécurisées. Donc nous, on utilise la même technologie que les banques. Donc on utilise un agrégateur bancaire qui a fait l'objet d'un agrément par la banque, par l'ACPR, et en fait qui va se connecter, qui va vous proposer de connecter votre compte bancaire à notre application mobile. Et nous, on n'a pas le code, mais c'est vrai que Greenly reçoit une copie des données et on a besoin de ces données pour analyser chaque dépense. Sinon, il n'y a pas de service.
Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas utiliser de passe Navigo parce qu'ils ont peur que la RATP puisse réguler les flux en fonction des heures de pointe. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on ne rassure pas les gens sur les données quand ils sont angoissés. Il faut évidemment montrer que les technos sont sécurisés, que les règles de confidentialité sont appliquées, que le RGPD est là. Mais ce n'est pas une crainte, à mon avis, qui est rationnelle. Parce que quand on montre concrètement les contrôles qui sont en place, ils sont là. Mais ça ne fait pas changer les gens d'avis. donc, après, évidemment, il faut le sécuriser. Mais donc, je réponds, voilà, c'est la fin de la journée, je réponds un peu de façon provocatrice, exprès pour vous réveiller un peu. Mais voilà. D'accord. Merci Alexis pour ce petit réveil. Alors, une question, d'après les nombreux bilans carbone qui ont été effectués par Greenly, quelles sont les activités les plus émettrices des gaz à effet de serre pour une entreprise et pour également un consommateur comme vous et moi? Alors, bon, c'est très différent, hein, une entreprise et un consommateur du point de vue de l'empreinte carbone. Bon, l'entreprise, ça dépend énormément de son activité. Nous, on a fait beaucoup d'entreprises. Il y a un mouvement des entreprises de la tech en ce moment qui font leur bilan carbone. Et alors, donc, ce n'est pas des sociétés industrielles. Donc, c'est difficile de généraliser. Hein, mais grosso modo, un bilan carbone, juste pour info, donc ça quantifie ce qu'on appelle les émissions directes. C'est le scope 1. Donc, c'est ce qui sort de vos pots d'échappement si vous êtes propriétaire de voiture, ce qui sort de vos usines si vous avez des cheminées, et ce qui sort de vos climatiseurs, parce que ça émet des gaz frigorigènes. Ça, c'est le scope 1. Après, il y a le scope 2. Donc, c'est les émissions d'énergie, c'est les émissions liées à vos consommations d'énergie. Donc, si vous branchez dans votre prise électrique ou si vous avez des activités très, très énergivores, donc il y a quelque part une centrale qui brûle du combustible et qui émet, mais vous achetez l'électricité. Ça, c'est vos émissions indirectes énergie. Et après, vous avez le scope 3. Donc, c'est vos émissions indirectes hors énergie. Et ça, c'est lié beaucoup à vos achats de biens et services. C'est lié aussi au déplacement domicile-travail, qui, pour un bilan carbone d'entreprise, ça ne se quantifie pas avec les dépenses. Il faut poser la question aux salariés. Donc, voilà, nous, on complète ce tableau. Et je peux vous dire que les entreprises du digital, donc c'est 95% le scope 3. Donc, elles consomment peu d'électricité, elles ont peu de voitures. Et une entreprise digitale un peu typique, ce qui est assez incroyable, c'est que 50% de leurs émissions, c'est lié au numérique. Et donc, c'est leur pub et leurs services web, et c'est leur data center. Et sur les data centers, donc c'est AWS, quoi, à 90%, Amazon Web Services. Et en fait, on croit que les data centers, juste pour vous donner une idée, en réalité, c'est un truc assez efficace parce que c'est mieux d'avoir un cloud partagé qu'un cloud chez soi parce que du coup, ça mutualise la capacité. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le premier, pour une scale-up du digital, la première source d'émission, c'est Amazon Web Services. Donc ça, c'est un truc que je m'en étais pas rendu compte avant de démarrer cette activité. Et en fait, c'est aussi et parce que c'est de la construction de machines et c'est de la consommation électrique de machines. Et cette consommation électrique, en fait, Amazon paye des centrales pour son électricité, quoi. Et si vous le faites en Irlande, le kilowattheure, là-bas, il varie entre 150 et 400 grammes de CO2 par kilowattheure. En France, ça varie entre 30 et 50. Donc, en fait, quand vous hébergez, parfois ça monte à 70, je vois que Grégory s'y connaît, mais alors après, ça dépend de la source d'énergie, etc. Mais enfin, vous pouvez regarder sur Electricity Map, c'est pas du tout stable, ça dépend du mix énergétique du moment. Mais tout ça pour dire qu'en France, on est quand même meilleur qu'en Irlande. Mais il y a les Norvégiens, ils ont beaucoup de fleuves et ça marche très bien. Parfois, quand les Espagnols ont beaucoup de soleil, ça marche aussi bien. Donc, c'est quand même lié un peu à un certain nombre de facteurs. Mais grosso modo, un conseil qu'on s'est retrouvé souvent à donner à des entreprises, c'est vous voulez réduire les émissions de votre cloud. Donc, vous pouvez consommer moins d'électricité pour vos calculs, mais vous pouvez mettre votre électricité à un endroit où elle consomme moins, où elle émet moins. Et donc, il y a un peu les deux aspects.
Après, voilà, c'est difficile de tirer des généralités là-dessus. Je pense que mais ce qui est sûr, c'est que la partie cloud est un des leviers les plus actionnables et les plus intéressants aussi, parce qu'on peut même mieux coder ces données et mettre moins, quoi. Voilà. D'accord. Merci Alexis. Alors, on vient de recevoir une question de Patrick Crussel qui nous demande s'il y a des banques vertueuses en termes de bilan carbone. Alors, je pense que c'est une bonne question parce que les banques, elles, justement, elles-mêmes n'émettent pas beaucoup, puisque c'est des bureaux et voilà, mais elles financent l'économie réelle. Et on est dans une économie encore très carbonée. Puis, je veux dire, la France et les autres pays n'ont pas vraiment encore pris la tangente je crois, de la transition énergétique. Alors, attendez, 2 secondes, parce que malgré tout, j'ai un enfant. Non, allez, ciao. Bon, désolé. Aucun problème. Ouais, du télétravail. Ce que je disais, c'est que donc, les banques, elles financent l'économie telle qu'elle est. Donc, si jusqu'ici, on a vécu dans une économie où la source d'énergie principale, c'était le pétrole pour le transport, etc., en fait, Total et les différents émetteurs, forcément, sont financés par les banques. Donc, elles sont. Donc là, c'est pas mon rôle de dire qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre, mais je comprends tout à fait qu'on puisse les critiquer là-dessus. Puisque, en fait, les banquiers eux-mêmes se critiquent là-dessus. Donc, vous avez un banquier qui a un peu impulsé ce mouvement, qui est Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et lui, il a dit la finance finance l'économie réelle, mais elle finance aussi l'économie de demain, ce qu'on investit. Et donc, si on veut changer cette situation, il faut qu'on commence à évaluer l'impact carbone de nos investissements. Et donc, c'est venu de lui, en fait, ce truc. Et il est derrière un règlement là, qui vient d'être introduit, qui s'appelle le SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui oblige maintenant les gestionnaires d'actifs, donc les gens qui investissent de l'argent dans l'économie, à calculer l'empreinte carbone de leur portefeuille. Et grosso modo, tout le monde est mauvais. Mais à partir du moment où on commence à le mesurer, on va pouvoir le réduire. Donc oui, les banques sont mauvaises. Après, est-ce qu'il y en a des plus vertueuses que d'autres Certainement. Est-ce qu'il existe par exemple des classements, Alexis? Est-ce qu'il existe des classements des banques Greenpeace fait un classement. Donc, vous en pensez ce que. Voilà, il est ce qu'il est, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour une petite banque d'être vertueuse parce qu'elle finance finalement ce qu'elle veut qu'une très grosse banque qui a tellement de cash qu'elle est obligée de financer l'économie telle qu'elle est. Donc, moi, mon rôle n'est pas de jeter la pierre aux banquiers, c'est plutôt de voir ceux et comment ils ont envie de faire leur transition, quoi. Et c'est sûr que ça a énormément d'impact, parce que si un pétrolier comprend qu'il ne va plus pouvoir se financer aux mêmes conditions, ça va accélérer lui-même la reconversion de ses activités, je pense. Alors, moi, je ne suis pas un radical. Je pense qu'il faut accompagner la transition en créant les incentives économiques pour le faire vite. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. D'accord. Okay. Je voudrais juste rebondir sur une question, Alexis. Merci pour ces précisions. Par rapport aux banques, effectivement, c'est compliqué pour vous de vous positionner. Par rapport aux fournisseurs de services cloud que sont Amazon, Google et Azure chez Microsoft, quel est celui qui a le calcul le plus vert, le stockage le plus vert, qui fait le plus d'efforts autour de ça? Mais franchement, pour moi, c'est pas compliqué de me positionner. Je pense que tout le monde est mauvais et sur les banques. C'est juste qu'il y en a qui font plus d'efforts pour leur transition. Après, mais si vous n'avez pas de nom, si vous ne donnez pas de trucs, c'est compliqué. Je comprends pour vous, c'est pas facile. Mais après, c'est vrai que nous, en tant que consommateurs, on est entre nous, on est dans un café, on est dans un café, on n'est pas dans une assemblée de lobbyistes, etc. On est en train de réunir ensemble. On dit voilà, en gros, je trouve que telle banque fait des efforts. Par contre, telle banque fait aucun effort. Enfin voilà. Moi, je trouve que la BNP, qui est mon client, donc full disclosure, fait des efforts. Après, en même temps, ils financent des activités carbonées.
De moins en moins, je crois. De moins en moins, je crois. Le Ouais, BNP de a fait moins en l'engagement moins, ils s'engagent à le réduire, mais c'est jamais assez pour ceux qui voudraient que ça soit zéro. Oui, Mais bien sûr. objectivement, moi, j'ai été assez impressionné par la rapidité avec laquelle ils ont intégré notre techno, qui était celle d'une startup. D'accord. Après, vous allez me dire, c'est pas assez, ils continuent de financer. Je pense que vous aurez raison. Mais au moins, ils donnent le ton aux autres. Et c'est quand même la plus grosse banque européenne. D'accord. Mais ça dépend comment on le mesure. Je pense que si vous voulez absolument que votre épargne soit décarbonée, il faut aller à la Nef ou au Crédit Mutuel, enfin les trucs qu'on cite actuellement. Mais tout le monde ne peut pas aller à la Nef parce que de toute façon, ils n'acceptent pas les dépôts au bout d'un moment. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que. Alors, pour vous répondre sur le cloud, Ouais. Honnêtement, les meilleurs, c'est forcément ceux qu'on leur donnait en France. Parce qu'on a un meilleur mix énergétique qu'ailleurs. Donc, ça peut être Amazon quand c'est en France, comme ça peut être OVH ou Orange, je ne sais quoi, du point de vue de l'empreinte carbone. Après. Et juste, le meilleur, c'est parce que c'est compliqué, le meilleur, c'est par rapport au carbone, mais vous ne regardez pas effectivement les autres dimensions, les autres externalités que peuvent être les déchets nucléaires ou les risques. Vous ne regardez pas ça, Non, mais effectivement. moi, Vous êtes centré sur le carbone, c'est ça, en fait, qui vous nous, intéresse. c'est le carbone. D'accord. Je veux pas je suis pas un homme politique, mais c'est pas à moi de dire le nucléaire, c'est pas bien ou pas bien, quoi. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a moins de carbone. Donc, Non, si. non, mais Voilà. Moi, je non, mais mesure. votre nom, c'est Green, c'est Greenly, c'est green, donc c'est vert, Oui. donc c'est l'écolo, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est vrai qu'après, Non, mais après, votre je promesse, parle c'est avec le plein de carbone, boîtes c'est pas autre qui chose. trouvent les Ouais. énergies renouvelables excellentes, hein. Il n'y a pas de problème. Je suis pas. Moi, je mesure le carbone. Après, Ouais, c'est ça vous bien. savez, il n'y a pas une solution. Je ne fais pas l'apologie du nucléaire, comme je ne dis pas que c'est le diable absolu, quoi. Oui, non, mais je comprends. Non, mais déjà, c'est Parce déjà que pour compliqué les de mesurer le pays. carbone. Ouais. Mais c'est déjà compliqué de mesurer le carbone. J'imagine que c'est encore plus compliqué d'intégrer toutes les dimensions externalités que peuvent être les effets, les externalités négatives de tous les moyens, de tout ce qu'on consomme, quoi. Donc, je comprends que d'abord, faisons déjà un bon bilan carbone, et après, on verra le reste plus tard. Mais je pense qu'on peut tout à fait avoir un bon bilan carbone avec des énergies renouvelables. Et donc, mais sur donc, les providers de cloud, en général, d'ailleurs, les pays qui n'ont pas de nucléaire, le choix évident, c'est de passer sur du renouvelable vite, quoi. En France, on a ce débat parce que le nucléaire est très important. Mais partout ailleurs, il n'y a pas de débat sur le renouvelable. Il faut juste en faire le plus possible. Et puis les coûts d'investissement sont bien inférieurs et il n'y a pas toutes les externalités, etc., que vous citez, quoi. Et puis surtout, une centrale nucléaire, on voit bien que ça met 20 ans à construire, alors qu'on n'a pas forcément 20 ans. Donc quand on en a, on est moins carboné, et quand on n'en a pas, il faut vite faire du renouvelable, quoi. Ok. Mais donc tout ça a un impact derrière sur les activités qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, le cloud consomme beaucoup d'électricité. Ce n'est pas la seule chose. Demain, les voitures vont consommer énormément d'électricité. Donc, conduire une voiture en Chine où l'intensité carbone du kilowattheure est supérieure à 400 grammes de CO2, eh ben, c'est peut-être moins bien en réalité que de conduire une petite voiture diesel, quoi, du point de vue carbone. Mais la conduire en Norvège ou la conduire dans un pays où En l'électricité, France? en France, où l'électricité est peu carbonée, c'est très bien, c'est beaucoup mieux. Et les data centers, c'est pareil. Donc c'est des machines, il faut prendre en compte l'empreinte carbone de la fabrication et l'empreinte carbone de l'usage. Et pour le coup, ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui ont les machines les plus efficientes, en fait. Donc celles qui calculent le plus en utilisant le moins d'électricité. Donc en soi, c'est des serveurs Dell, AMD, etc. Et je crois que malheureusement, je pense que ça ne fera pas plaisir à tout le monde de le dire, mais Amazon étant le plus gros, a aussi les plus grosses machines et donc est aussi le plus efficace souvent en termes d'électricité. De toute façon, ils sont les moins chers et à la fin, leur coût, c'est l'électricité et aussi les taxes qu'ils payent. Mais ils dominent le marché, hein, c'est 90% quasiment des émissions. Mais le problème, c'est pas tellement est-ce que c'est Amazon ou Azure ou je ne sais qui, c'est où sont mes data centers. À mon avis, c'est plus important comme grille de lecture. Ok, merci. D'accord.
Merci Alexis. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Greenly. Vous avez été élu FinTech en 2020, donc déjà félicitations pour ce prix. FinTech de l'année, vous voulez dire? C'est ça, la tech de l'année en Ouais. 2020. Ouais. Vous faites également partie du dispositif Green Tech. French Tech Green, je crois. French Tech Green. On l'a appris hier. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, vous pourriez nous résumer rapidement qu'est-ce que la Green Tech aujourd'hui? Je pense que la Green Tech, chacun peut avoir sa définition, mais je crois qu'on a on a un peu un devoir collectif d'accélérer la transition énergétique. Vous faites partie de ce mouvement, nous aussi. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais je dirais que la green tech, c'est de dire, en fait, ma définition, c'est que de façon un peu comptable, si on regarde tous les grands postes d'émissions carbone dans le monde, on s'aperçoit que pour réduire les émissions, je vous le rappelle, 51 milliards de tonnes par an de CO2 équivalent, il faut ramener à quasiment zéro en 2050. Sans quoi 2 degrés de plus, peut-être 3, peut-être 4, on n'en sait rien, mais enfin, avec des conséquences désastreuses sur le développement humain. Donc, il y a tout un tas de sources d'émissions, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la consommation, la construction de logements, etc., qu'il faut faire passer à quelque chose de décarboné. Donc, il y a déjà eu des efforts un peu comme ça dans le monde. À un moment, on a enlevé tous les gaz qui détruisaient la couche d'ozone, des aérosols. Bon, ça ne nous a pas trop frappé, on ne s'en est pas rendu compte, on n'a pas arrêté de mettre des déodorants, donc il n'y a pas eu beaucoup de sacrifices pour le faire. Mais donc nous, il faut qu'on supprime de la même manière tout le CO2 de nos activités productives. Il y a énormément de façons de le faire. Il y en a dans l'énergie, il y en a dans la construction, donc il y a cette notion de construire des logements décarbonés, donc avec moins de béton, avec du béton zéro carbone, il y a du stockage d'énergie. Donc moi je trouve que la green tech, c'est tout ce qui contribue à cette transition énergétique. Je suis un peu un monomaniaque du carbone, je suis d'accord qu'il y a d'autres métriques, il y a la biodiversité, il y a le développement durable, il y a l'usage des sols, enfin il y a plein de choses, mais je pense pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la transition énergétique. Voilà, désolé de répondre aussi longuement. Aucun problème, Alexis. Merci pour votre propre définition. Donc, j'aimerais maintenant qu'on passe dans un second temps au rôle de la filière bancaire et financière dans la transition écologique. Donc, selon vous, Alexis, quel est le rôle principal des systèmes financiers dans le cadre de la transition écologique? Vous l'avez dit, donc c'était ça permet de financer des projets. Est-ce que vous voyez d'autres rôles pour les banques? Je vais vous dire, quand on regarde l'empreinte carbone d'une personne ou d'une entreprise, on s'aperçoit que en fait, beaucoup de votre empreinte carbone, c'est des choses récurrentes, mais où vous pouvez avoir un choix, mais il y a aussi des choses où vous n'avez pas un choix immédiat parce que c'est un choix structurant que vous avez fait à un moment. Vous avez acheté une maison et peut-être que c'est un château mal isolé de 1000 mètres carrés et là, c'est la passoire énergétique et c'est la catastrophe. Ou peut-être que c'est un logement super moderne à zéro émission, mais vous avez acheté un frigidaire, vous avez acheté une voiture. Et on s'aperçoit qu'en tant que consommateur, la plupart de ces biens, quand vous les avez achetés, vous avez demandé un emprunt. Parce que c'était donc les choix que vous avez faits qui vont avoir le plus de conséquences sur votre empreinte carbone, c'est à un moment donné, vous avez demandé à un banquier de vous prêter de l'argent. Et c'est parti en vrai du logement, c'est presque toujours vrai de la voiture. Et c'est quand même souvent vrai dès qu'un bien dans un supermarché est à plus de 90 €, on vous propose un crédit à la consommation. Et donc, en réalité, vous payez un taux d'intérêt sur ces biens. Et donc, le banquier, en réalité, peut avoir une influence déterminante sur des choix que vous allez faire qui vont vous impacter pendant les 20 prochaines années. Votre logement, une fois que vous l'avez acheté, en général, vous le gardez. Votre voiture, vous la gardez 5, 10 ans, ça dépend des gens.
Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut intégrer le coût réel, donc carbone, de votre impact en fait sur le futur dans le taux d'intérêt. Et je ne suis pas un dangereux guévariste révolutionnaire là-dessus. Christine Lagarde dit la même chose que moi, donc gouverneur de la Banque centrale européenne. Elle dit il faut moduler le taux d'intérêt des banques en fonction de l'impact carbone de ce qu'elles financent. Et donc, ça veut dire que si je suis BNP, Société Générale, Crédit Agricole, ce que vous voulez, si je finance que des gens qui achètent des gros 4x4 ou qui s'achètent des passoires thermiques, eh ben, je vais payer plus cher l'argent que j'emprunte moi-même à la BCE. Mais ça veut dire aussi que je vais faire payer plus cher aux gens qui empruntent. Et donc, moi, je trouve cette idée très intéressante. Mais à ce titre-là, les banques, si elles veulent faire, je pense qu'elles savent que ça arrive, ça. Mais si elles veulent le faire, elles doivent aussi être capables de mesurer l'empreinte carbone de l'argent qu'elles prêtent. Et elles y sont de plus en plus obligées. Donc ça, c'est donc c'est pas juste les investissements, ce que j'investis dans telle ou telle action. C'est qu'est-ce que je prête aux gens. Et ça, je pense que c'est énorme. Et la plupart des profits des banques, en fait, c'est là-dessus. Hein. Et donc, il faut intégrer, à mon avis, cette dimension carbone. Après, il y a effectivement les investissements. Donc, si je finance Comwatt ou Greenly, peut-être que je vais éviter des kilos de CO2, mais si je finance une activité qui va forer des puits de pétrole, ça ne va pas être pareil. Donc, il faut aussi être capable de mesurer l'empreinte carbone des portefeuilles, et c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Ça devient une obligation à partir de l'année prochaine de le faire. Mais aujourd'hui, les asset managers qui font ça... Alexis, excuse-moi, une obligation pour les entreprises ? Non, pardon, pour les gestionnaires d'actifs, les fonds d'investissement, les asset managers. Alors, c'est aussi une obligation pour une entreprise, mais de plus de 500 personnes. Mais en gros, en France, les entreprises de plus de 500 personnes, il y en a une sur 3 qui répond à l'obligation légale de faire un bilan carbone. La plupart, elles préfèrent payer l'amende qui était de 2 000 € avant, maintenant elle est de 10 000. Donc ce n'est pas une obligation qui est bien... Enfin, il n'y a pas vraiment il n'y a pas une police efficace de ça, quoi, si vous voulez. Mais ça arrive par la finance. C'est-à-dire que toutes les entreprises cotées vont devoir donner cette information à leurs banquiers, aux gens qui investissent chez eux. Et donc, je pense qu'on sous-estime l'impact que va avoir la finance sur le reporting carbone des entreprises. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la finance, ça va être un levier majeur de la transition énergétique, à mon avis. Et parce que c'est un règlement européen. Et là-dessus, l'Europe est en avance. Et alors, c'est une réglementation européenne, mais qui a été, du coup, inventée initialement par un Anglais. Enfin, un Anglais, Irlandais, Canadien. C'est Mark Carney. D'accord. Merci, Alexis, pour ces précisions. On va parler, par exemple, un entrepreneur français qui est à la recherche de fonds pour financer son projet. Sera-t-il au final soutenu par sa banque ? Quel levier peut utiliser un entrepreneur français pour soulever des fonds auprès de sa banque dans un projet vert ? Quels sont les leviers aujourd'hui accessibles pour lui ? Moi, ça m'est même pas venu à l'esprit d'aller voir ma banque pour leur demander des fonds pour Greenly. Hein. Mais je ne savais même pas que c'était quelque chose qui se faisait. Moi, je suis allé voir des business angels ou des fonds d'investissement. Donc, les banques, ce n'est pas l'unique source de financement pour un projet vert. C'est quasi... Non, en fait, je pense que les banques, il y a projet et projet. Moi, je suis une start-up, donc je suis parti de zéro. Mais les banques, elles financent les activités établies qui ont un historique de profit, etc. Et de temps en temps, on a besoin d'investissement et là, elles vous financent. Et effectivement, ça vaut le coup puisque les taux d'intérêt sont très faibles. Donc ça, oui, je pense. Donc pour une activité économique établie, aller emprunter de l'argent pour un projet vert,
Ça se fait, et ça se fait même beaucoup. Je pense à tous les projets, par exemple, de méthaniseurs dans l'agriculture pour faire du biogaz, etc. Donc ça, c'est des trucs que les banquiers ne finançaient pas il y a 10 ans et qui financent beaucoup maintenant. Après, pour une start-up, ça viendrait à personne à l'idée d'aller voir un banquier, je pense. Ils savent vraiment pas faire ça, quoi. Ils savent faire un PGE, voilà, quand l'État le garantit, quoi. C'est tout. Voilà. D'accord, donc quelles sont les autres sources de financement pour une start-up qui souhaite lancer son projet sur le marché, une innovation verte? Est-ce qu'il y a des fonds privés, des fonds Oui, d'État? là, il y a plein de fonds. Il y a des business angels, il y a des fonds d'investissement, il y a la BPI qui complète quand déjà des investisseurs privés vous ont fait confiance, business angel. Donc ça, je pense que la France, c'est quand même un très très bon endroit où lancer une entreprise de zéro. Mais il y a un super écosystème. Alors, il n'y a pas un écosystème aussi incroyable qu'en Californie, parce que nous, on en est à la première ou deuxième vague d'investisseurs qui ont réussi. Et donc, en général, les gens qui investissent, les business angels, c'est des gens qui ont eux-mêmes gagné de l'argent en prenant des risques. Et donc, et puis, à la fois, ils veulent bien rendre un peu de ce qu'ils ont gagné, et puis ils sont un peu incités par la législation, parce que quand ils ont gagné beaucoup d'argent, ils sont beaucoup plus taxés s'ils ne réinvestissent pas. Donc, les entrepreneurs qui ont réussi réinjectent beaucoup dans le système, mais on en a beaucoup moins en France qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est une source. Et puis après, vous avez des fonds d'investissement qui sont en général la petite partie qui investit le capital risque de l'assurance vie, quoi, des assureurs. Et donc, eux, ils sont un peu plus, comme tout le monde, quoi. Ils attendent que le business soit un peu plus sécurisé pour investir chez vous. Mais en gros, si vous ne valez pas cher, vous trouvez des fonds quand même dans ce pays. Ok. Alors, une petite question maintenant sur je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez l'application Yuka, qui permet effectivement, en connaissant le code barre d'un produit, vous dit si effectivement il est bon pour la santé ou pas, et Oui. qui effectivement, s'il n'est pas bon, vous donne le produit, l'équivalent qui lui est bon pour la santé. Vous avez vu que dernièrement, Yuka aussi amène une note d'environnement au produit. Ouais, Est-ce que vous imaginez aussi faire ça un jour pour essayer de donner du conseil à vos clients qui, une fois qu'ils ont rempli leur chariot à Carrefour, à Leclerc, et à la fin se disent mais tiens, en fait j'ai soit entre deux types de popcorn ou deux types de céréales du matin. Bon, ok, l'aspect santé je le comprends bien. Est-ce qu'un jour Grémy pourrait dire scannez les scan barres et vous verrez lequel a le meilleur impact carbone, et si vous hésitez entre les deux, prenez celui qui a un meilleur impact carbone? Est-ce que vous pensez aller jusque là ou c'est pas du tout votre stratégie? On pourrait le faire, c'est intéressant. Est-ce qu'on le ferait mieux que Yuka, c'est pas sûr. Mais voilà, est-ce qu'il y a des synergies avec eux? Est-ce qu'il y a des synergies avec eux? C'est ça, parce qu'après le faire en double, ça ne sert pas à grand-chose. S'ils en veulent, mais c'est pas sûr. En fait, moi, je vais pas scanner pour l'instant ma pompe à essence. Je vais pas scanner ma facture d'électricité. Je vais pas scanner mes achats sur Internet. Donc, je pense que le scanning est très bien pour l'alimentation, parce que c'est encore quelque chose où les gens le font assez peu. Disons, ont les produits entre les mains avant d'acheter, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'autres choses, quoi. Oui. Et donc, encore une fois, l'alimentation, c'est que 20% de vos émissions. Donc, je pense que la notion de score environnemental, elle est intéressante, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Il y a les ressources en eau, il y a les matières premières, etc. Nous, étant très carbone, le scanning du produit est un peu accessoire dans le bilan global, parce que ça va apporter beaucoup de détails sur un micro-truc. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant ou bien, ou que au contraire, c'est très bien que les consommateurs finalement sanctionnent les marques qui ne font pas attention à ça, parce que ça fait vraiment beaucoup évoluer les marques là-dessus, qui sont terrorisées par ça, et il suffit que 5% de leurs clients s'en aillent à cause de ça pour qu'ils changent tout leur process.
Donc, moi, c'est le cas avec Yuka. Yuka, ils ont réussi à faire plier des grands groupes comme Nestlé, Danone, à changer la composition de leurs produits parce qu'ils avaient montré, alors que ça faisait 10 ans que le ministère leur disait de changer leur composition parce que c'était pas idéal. Il suffit que Yuka le fasse et ils ont une petite start-up arrive à faire des fois plier les grands groupes plus facilement qu'une grosse réglementation. Je suis d'accord. Et pourquoi? Parce qu'ils arrivent à aligner les intérêts enfin en l'occurrence sanitaires, mais aussi maintenant environnementaux, avec les intérêts business des entreprises. Et je pense qu'à mon avis, c'est ça qui est clé, quoi. C'est quand les entreprises comprennent que la transition énergétique, c'est un facteur de succès pour elles. Et il faut travailler à cet alignement partout où on peut. Parce que pour revenir sur effectivement la partie électricité, effectivement, en France, les gens, on est parmi les pays d'Europe qui consomment moins d'énergie renouvelable, enfin, être prêt à payer plus cher pour avoir l'énergie renouvelable. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens, je crois que tous les fournisseurs proposent de l'énergie verte, mais il y a beaucoup de greenwashing là-dedans, parce qu'en fait, on a des garanties d'origine, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie qui est du charbon, gaz ou nucléaire, et on achète un certificat vert, on dit oui, c'est l'énergie verte, donc il y a la défiance, c'est-à-dire que les Français n'ont pas confiance en l'énergie verte. Effectivement, une boîte comme la vôtre, elle pourrait aider peut-être à dire, voilà, ok, nous, on a fait une étude sérieuse, on est indépendant des fournisseurs d'énergie, et voilà, parmi tous les fournisseurs d'énergie, voilà toutes les offres, laquelle est vraiment verte. Et si vous êtes chez machin, voilà le vrai bilan carbone de telle offre, parce que elle n'est pas vraiment, alors que voilà telle autre intègre directement les énergies renouvelables. Voilà, c'est un sujet un peu complexe. Mais est-ce que vous avez un jour envisagé de travailler là-dessus? D'accord. On le fait. Alors, c'est-à-dire que nous, on assigne disons, des grammes de CO2 par kilowattheure par fournisseur. D'accord. Alors, on n'a pas. Alors, le meilleur, c'est qui le meilleur en France au niveau alors CO2? là, vous me collez un peu. Ah non, je pense que Enercop, ILEC, ouais, c'est cela peut-être. Mais effectivement, on considère. C'est une question un tout petit peu compliquée parce que concrètement, ce qui sort de votre prise, c'est le mélange. Donc, c'est comme une soupe où vous jetez plein de trucs. Et à la fin, vous buvez la soupe et vous ne savez pas si c'est de la tomate ou des poireaux ou un truc comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si vous considérez qu'en orientant vos achats vers des énergies renouvelables, vous contribuez à augmenter la part du renouvelable dans le mix, à ce moment-là, on peut vous affecter la responsabilité de ce kilowattheure. On peut considérer que si vous achetez votre électricité chez ILEC ou chez Équateur ou je ne sais qui, que vous êtes à 0,25 ou 0,45, j'ai plus le truc, le gramme de CO2 par kilowattheure. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Et que si vous ne faites rien, vous êtes dans le mix moyen qui inclut du gaz et du charbon parce qu'en hiver, il faut les rallumer, c'est central pour se chauffer. Donc ça, on le fait. Mais en étant assez clair aussi sur la méthodo dans les sources. Donc ça, dans notre app, vous pouvez le voir. Pour dire, on est conscient, mais on sait aussi que c'est une question qui fait débat. Parce que vous avez des gens qui vous disent ah ouais, mais plus on met d'électricité renouvelable, plus on a besoin de centrales à gaz ou à charbon au cas où il y a moins de vent ou moins de soleil. Donc c'est un vaste débat. Je pense qu'il n'est pas tranché. Dans les pays où il n'y a que du charbon et du gaz, c'est clair qu'il faut passer sur du renouvelable. En France, on a le nucléaire, donc ça obstrue un peu le débat, quoi. Les gens ont des avis très tranchés là-dessus, et je pense que vous en avez un. Moi, franchement, il n'est pas tranché. Voilà. Merci Alexis pour cette réponse. J'aimerais qu'on revienne sur le phénomène du greenwashing dont a parlé Grégory. Aujourd'hui, les investissements bancaires et les nouvelles valeurs éthiques des banques sont parfois jugés comme une simple action marketing pour mieux, entre guillemets, duper le consommateur final. Est-ce que pour vous, Alexis, on peut réellement concilier finance et développement durable aujourd'hui? Moi, je pense que la finance est au cœur du développement durable. C'est pas qu'il faut les concilier, c'est qu'il faut absolument mettre la finance au service de la transition énergétique. C'est-à-dire parce que fondamentalement, le pire des émissions, c'est pas celle qu'on a déjà, c'est celle qu'on a demain. Et donc, cette transition énergétique, il faut la financer. Et donc, s'il faut la financer, il faut des financeurs. Et donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, c'est pas que est-ce qu'on peut, c'est il faut.
Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Évidemment, on finance encore un monde à 4 degrés, là, pour l'instant. Mais ça va passer par la finance. D'accord. Ça va passer par la finance, mais est-ce que les sources de financement sont vraiment accordées pour les énergies renouvelables, par exemple? Dans son rapport, les banques françaises, les fossiles, raflent la mise. C'est une étude qui a été publiée en 2018 par Oxfam. En 2016 et 2017, sur 10 € de financement accordés par les banques aux énergies, 7 € vont aux énergies fossiles contre seulement 2 € aux énergies renouvelables. Non, mais est-ce que les sources de financement vertes vont vraiment au projet vert? Mais vous avez raison. Et enfin, je pense que là-dessus, vous avez raison. On n'est pas du tout au niveau où il faut être. Mais encore une fois, parce qu'en fait, il faut voir que les décisions de financement aux énergies fossiles, souvent, en fait, c'est quelqu'un localement. Le pire dans le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est le nombre de projets de centrales à charbon en Inde, parce que vous avez des pays qui se développent et malgré tout, l'enrichissement humain il est lié à la consommation d'énergie qu'on dépense. Et donc, quand vous êtes le responsable d'un territoire en Inde et que votre population vous demande une centrale, vous faites une centrale à charbon parce que ça va vite, c'est pas cher et vous n'avez pas encore les bonnes incitations. Et donc, c'est plus cher que le solaire. Hein. Alors, sans doute, donc là, maintenant, ça l'est. Mais jusqu'ici, ce n'était pas le raisonnement. Ouais. Et tant mieux. Et donc, on est en train de basculer les incentives économiques. Mais historiquement, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, on peut dire que c'est les banquiers qui ont fait le truc. Mais les banquiers, ils voient quelqu'un arriver avec un projet, ils se disent que c'est rentable. Ils disent OK, quoi. Et ils ne se posent pas la question du truc. Donc, il faut que, en fait, en centrale, la direction d'une banque comprennent que si chaque banque fait ça localement, parce que malgré tout, votre conseiller bancaire, il ne demande pas au PDG de la grande banque à chaque fois. Donc, il faut qu'il y ait des politiques, en fait, autoritaires à l'intérieur des banques pour clairement favoriser les projets d'énergie renouvelable. Et c'est en train d'arriver, ces trucs-là. Parce que maintenant, elles sont obligées de reporter ces trucs-là. Alors, ça n'arrive jamais assez vite, etc. Mais parce que les chiffres que vous donnez sont certainement exacts et reflètent le problème, oui. Donc, après, je pense qu'il y avait un autre élément dans votre question, c'est est-ce que quand elles disent qu'elles font un truc, mais que derrière, en fait, elles financent les énergies fossiles, est-ce qu'elles ne se moquent pas du monde? Et je comprends la réaction. Et on a vu des cas assez choquants. Là, j'ai vu une question sur les produits label ISR. Donc, jusqu'ici, on vous disait cet investissement, il est éthique parce qu'il y avait tellement de façons différentes d'être éthique que vous pouviez creuser des puits de pétrole à un endroit et financer une école à côté ou alphabétiser une population ou promouvoir la libération des femmes et vous étiez ISR. Et donc, il y avait des arbres qui cachaient un peu la forêt, quoi. Et ça, donc ça, normalement, ça change. C'est aussi une réglementation de 2020 sur la taxonomie financière. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes green si vous n'êtes pas vraiment green, quoi. Et donc, il y a un certain nombre de critères. Donc, moi, je comprends que les gens vraiment motivés par la transition énergétique puissent être un peu en colère parce qu'on a l'impression que ça ne bouge pas assez vite et que les banques disent qu'elles font des trucs, mais qu'elles n'en font pas assez. Je pense que, clairement, l'humanité n'en fait pas assez. Vous avez raison là-dessus. Mais moi, je préfère, personnellement, essayer de travailler avec les banques pour générer de la data partout sur le carbone, parce que je me dis que je les ferais plus vite changer que si je me mets à l'extérieur et que je les attaque. C'est clair. Donc, en tout cas, c'est ma position d'entrepreneur. D'accord. Merci, Alexis. Donc, la fin du café débat approche malheureusement à grands pas. Donc, on va essayer d'élargir un petit peu la problématique et de recueillir votre opinion, Alexis. Donc, si vous étiez ministre... Non. Alors, la question est la suivante. Si vous étiez ministre de l'écologie, quelles seraient vos 3 premières actions que vous mettriez en place? C'est dur, ça. J'étais pas prêt. On peut faire une action. Il y a une réponse
qui est évidente, mais qui n'est pas simple politiquement, quoi. C'est la taxe carbone. Donc, parce que, en fait, c'est le seul moyen, quoi, de réduire les émissions. Mais là-dessus, je suis pas le seul à le dire, hein. Économistes de gauche, de droite, tout le monde est d'accord avec ça. Alors, c'est peut-être pas d'ailleurs le ministre de l'écologie qui le ferait. C'est peut-être le ministre des Finances. Mais il y a c'est en train d'arriver subrepticement. Vous pouvez le faire par secteur, en fait. Ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire de façon générale. Parce que ça, aujourd'hui, le gouvernement a voulu le faire et n'a pas réussi. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette histoire de gilet jaune. Et effectivement, ils n'étaient pas très contents qu'on taxe l'automobile. Alors que les avions ne sont pas taxés. Donc, ils avaient un argument que je trouve juste, qui est de dire c'est dégueulasse, on taxe les pauvres, alors que les riches ne sont pas taxés sur leur carbone. Alors, même si les riches, c'est 4% hein, des émissions sur l'avion et que la voiture, c'est 30%, c'est quand même unique. Donc, je pense qu'il faut le faire de façon sectorielle et intelligente et progressive. Et une façon intelligente de le faire, donc c'est en train d'être fait au niveau de l'Union européenne, c'est la taxe carbone aux frontières. Donc en fait, le droit de douane, alors c'est compliqué parce que vous ne savez pas exactement l'impact carbone d'un produit quand il arrive. Par contre, vous savez que s'il vient de Chine, 1 kWh là-bas, c'est 600 grammes de CO2 contre moins de 100 en France, quoi. Donc vous pouvez appliquer une sorte de surclasse. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que en fait, ça crée une sorte d'incité. En fait, on étend mondialement. Enfin, si tous les Français se mettent à décarboner, c'est super, mais la France, c'est 1% des émissions mondiales. Alors que si la France convainc l'Europe, enfin, si en tant qu'Européen plutôt, on taxe le monde carboné, et ben en fait, on exporte notre législation là-dessus. Et donc, tous les gens qui veulent profiter du marché intérieur européen sont obligés de réduire le mix global. Alors, ça crée des effets pervers parce que du coup, ça pourrait être que les activités. Il y a Apple qui va vous dire ouais, mais nous, on a des éoliennes et donc il n'y a que les activités exportatrices qui sont sur des énergies décarbonées et tous les autres sont au charbon. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Et ça, donc taxe carbone, taxe. Donc voilà, je ne suis pas là. Et taxe aux frontières. Et puis, après, une mesure, mais vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, qui ne coûte rien et il suffit de mettre 8 patrons de banque autour d'une table, c'est vous mettez un relevé carbone avec chaque relevé bancaire. Et donc, évidemment, on vend ma solution, mais ça ne coûte rien et il suffit de convaincre 8 personnes. D'accord. Voilà. Merci Alexis. Très rapidement, on a une question de Christophe, si on peut répondre en une minute. Est-ce qu'il ne faut donner à chaque individu ou ménage un quota carbone gratuit en fonction de sa situation et ensuite avoir une taxe spécifique? Voilà. Autant voilà, taxer le carbone des produits de consommation, je le dis assez aisément puisque c'est une sorte d'extension de la TVA. Autant taxer les individus sur son carbone, je pense que c'est... je ne sais pas si c'est à moi de le dire, enfin je ne suis pas encore ministre de l'écologie, je ne le serai sans doute jamais, mais l'idée de quotas et toutes les mesures liberticides, moi ça me gêne un tout petit peu. Je préfère je préfère les incitations. Et donc, après... en gros, oui, on peut mesurer l'empreinte carbone d'une personne par sa consommation et par ses dépenses. Donc, moduler l'impôt sur le revenu en fonction de l'intensité carbone dans le futur, franchement, pourquoi pas, quoi. Je pense qu'on en est assez loin. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que il ne faut pas que ça soit inique socialement, parce qu'en gros, plus vous avez des problèmes sociaux, plus vous êtes défavorisé économiquement, plus vous habitez loin de là où vous travaillez, et donc plus vous prenez votre voiture. Et donc, en gros, si c'est une taxe sur les plus pauvres, je veux dire, même si c'est une bonne idée pour le carbone, si c'est pas acceptable socialement, ça passera pas, quoi. Donc, il faut pas proposer des trucs impossibles. Mais l'idée de la taxe carbone, initialement, c'est de dire tout le monde est taxé de la même manière, mais après, on
affecte le produit de cette taxe en fonction des revenus. Donc, en gros, vous payez plus si vous êtes plus défavorable, si vous avez des revenus plus faibles, mais vous recevez plus aussi. Après, moi, je vais vous dire un dernier truc provoque. Je pense qu'il faut affecter cette taxe à la R&D et pas seulement à la redistribution sociale. Parce que ce qu'il nous faut, c'est des technologies de substitution pour réduire l'empreinte carbone. Donc, moi, je pense que la taxe carbone avec une affectation sociale et une affectation R&D. D'accord. Merci Alexis, c'était le mot de la fin. Donc c'est la fin de notre café débat. Merci d'avoir tiré sur ma fibre politique alors que je ne peux pas pousser à ce point-là. Voilà. Merci Alexis pour votre participation. Écoutez, merci beaucoup Mathilde, merci Grégory d'avoir organisé ça et à bientôt j'espère. Voilà. À bientôt. Donc, merci beaucoup Alexis. Mardi prochain, donc le 11 mai à 18h30 avec Christophe Le Philibert, qui est le fondateur et directeur de Bari, donc le nouveau fournisseur d'électricité danois, qui propose une énergie à prix coûtant et très axée sur le digital. Donc on vous attend très nombreux mardi prochain. Et je remercie tous les participants pour leur participation à ce café débat. Et encore une fois, merci Alexis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, bonne transition. Au revoir. Pour tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.